Si vous aviez posé le pied sur Terre il y a extrêmement longtemps, environ 1,5 milliard d'années, vous n'auriez guère reconnu notre planète. À cette époque, toutes les terres formaient un unique supercontinent nommé Nuna, ou Columbia, ceinturé par un océan infini. Mais en demeurant sur place, vous auriez assisté à une catastrophe planétaire, la dislocation de Nuna. Le plus remarquable est qu'apparemment, lorsque le continent a commencé à se fragmenter, cela a enclenché des transformations rendant la Terre bien plus favorable à la vie. Les scientifiques désignaient autrefois cette période comme le « milliard ennuyeux ». Elle s'étend d'environ 1,8 milliard à 800 millions d'années. Peu d'événements semblèrent s'y produire, d'où cette appellation. Aucun bouleversement climatique majeur, aucune forme de vie étrange, rien de particulièrement spectaculaire. En réalité, ce qualificatif est trompeur. Si tout paraissait paisible en surface, l'intérieur de la planète évoluait intensément. Les continents dérivaient, se fragmentaient, puis se recomposaient. Deux immenses supercontinents, Nuna puis Rodinia, se sont formés avant de se disloquer durant cette période. Lorsque Nuna a commencé à se rompre, de vastes fissures se sont ouvertes entre les masses terrestres en dérive. L'eau s'y est engouffrée, formant des mers peu profondes, plus chaudes, plus stables et plus riches en oxygène que les anciens océans profonds. Et cela a pu tout bouleverser. Ces nouvelles mers ont instauré des conditions plus favorables à l'essor et à l'évolution du vivant. Les chercheurs estiment désormais qu'elles ont contribué à complexifier les premières formes de vie. Ils ont remonté 1,8 milliard d'années pour reconstituer les mouvements des plaques tectoniques au fil du temps, tout en suivant le stockage du carbone dans la Terre et sa libération dans l'atmosphère. Pour cela, ils ont utilisé un modèle informatique avancé, offrant un niveau de précision inédit. Ils ont établi que, durant près de 350 millions d'années du milliard ennuyeux, l'étendue des mers peu profondes en bordure des continents a doublé. Au total, ces zones côtières atteignaient près de 130 000 km, soit plus de 3 fois le tour de la Terre à l'équateur. Dans le même temps, les zones de subduction, où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre, se sont réduites à mesure que les continents se déplaçaient. C'est important car ces zones sont à l'origine de nombreux volcans. Lorsqu'une plaque s'enfonce sous une autre, elle entraîne de l'eau de mer en profondeur, facilitant la fusion des roches et la formation de magma. Celui-ci remonte, provoque des éruptions et libère des gaz comme le dioxyde de carbone. Ainsi, moins de zones de subduction signifiait moins de volcans, et donc moins de CO2 dans l'atmosphère. Le processus s'est déroulé ainsi. Le supercontinent de Nuna s'est fragmenté, donnant naissance à de nouveaux fonds océaniques dans des mers récentes. Ces nouveaux fonds marins ont contribué à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'eau de mer s'infiltrait dans les fissures, piégeant le carbone dans les roches sous forme de calcaire. Au fil du temps, ce mécanisme a stocké le carbone dans la croûte terrestre, au lieu de le laisser dans l'air. La baisse de dioxyde de carbone a entraîné un refroidissement progressif du climat terrestre. Ces conditions plus fraîches ont favorisé des mers peu profondes, stables et riches en oxygène, idéales pour l'évolution d'une vie plus complexe. Ces vastes zones côtières ont servi de milieu protégé pour les premières formes de vie et ont peut-être accéléré l'apparition des eucaryotes. Il s'agit d'organismes à cellules complexes dotés notamment d'un noyau contenant l'ADN. Tous les animaux, plantes et champignons en descendent, ce qui en fait une étape majeure de l'histoire du vivant. Les scientifiques savaient déjà que les eucaryotes étaient apparus durant le milliard ennuyeux, grâce à des fossiles vieux d'environ 1 milliard d'années, sans en comprendre précisément la cause. Ils cherchent désormais des fossiles mieux conservés afin de déterminer plus finement les mécanismes ayant conduit à l'émergence de la vie complexe. La vie sur Terre remonte à plus de 3 milliards d'années. Elle a commencé par des micro-organismes simples avant d'évoluer progressivement vers une immense diversité d'êtres vivants. L'origine exacte de cette transition à partir de la soupe primordiale demeure par ailleurs incertaine. Néanmoins, plusieurs hypothèses scientifiques tentent d'expliquer comment la vie a pu apparaître sur notre planète.
certains scientifiques avancent que la foudre aurait pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie. L'idée est simple, une étincelle puissante peut déclencher des réactions chimiques. En 1952, une expérience célèbre a montré que des décharges électriques pouvaient transformer des gaz simples, comme la vapeur d'eau et le méthane, en acides aminés et en sucre, éléments de base du vivant. Cela suggère que les orages de la Terre primitive auraient pu produire ces premiers composants. Toutefois, des travaux ultérieurs ont révélé que l'atmosphère de l'époque différait de celle de l'expérience. Certains chercheurs estiment néanmoins que des nuages volcaniques, riches en gaz et en éclairs, auraient pu permettre ce processus. D'autres spécialistes envisagent une origine liée à l'argile. Selon cette hypothèse, de minuscules cristaux d'argile pourraient croître et s'assembler en structures organisées, capables de piéger des molécules simples et de les aligner. L'argile agirait ainsi comme un organisateur primitif. Aujourd'hui, l'ADN remplit cette fonction en dirigeant l'agencement des molécules et leur coopération. Mais avant son apparition, l'argile aurait pu jouer un rôle comparable, aidant les molécules à se structurer progressivement jusqu'à devenir autonomes. Cette idée a suscité un certain intérêt dans la communauté scientifique, bien qu'elle ne fasse pas encore l'unanimité et reste débattue. Une autre théorie propose que la vie est émergée au niveau des sources hydrothermales situées au fond des océans. Ces fissures dans la croûte terrestre libèrent de l'eau extrêmement chaude, chargée en éléments chimiques comme le carbone et l'hydrogène, essentiels à la formation du vivant. Les roches environnantes comportent de minuscules cavités où ces substances peuvent s'accumuler, se mélanger et réagir, les surfaces minérales pouvant accélérer ces transformations. Aujourd'hui encore, ces milieux abritent des écosystèmes riches malgré l'absence de lumière et des conditions extrêmes. Les scientifiques poursuivent leurs recherches et en 2019, des expériences en laboratoire ont permis de produire des structures proches de formes de vie primitives dans des conditions similaires, ce qui renforce la plausibilité de cette hypothèse. Une autre hypothèse propose que la vie aurait pu apparaître sous la glace. Les chercheurs estiment que les océans terrestres pouvaient avoir été largement recouverts de glace il y a environ 3 milliards d'années, ce qui paraît extrêmement hostile au premier abord. Pourtant, ce froid aurait pu favoriser les réactions chimiques nécessaires à l'émergence du vivant. De nombreux composants essentiels, comme les acides aminés simples, sont en effet plus stables à basse température. Dans une eau plus chaude, ces molécules se dégradent rapidement et se dispersent, tandis que la congélation les rapproche en augmentant fortement leur concentration. Ce regroupement rend les réactions chimiques plus probables et plus efficaces. Ainsi, des molécules plus proches et plus stables disposèrent de davantage d'occasions de s'assembler pour former des structures de plus en plus complexes. Par ailleurs, la glace aurait pu agir comme une barrière protectrice, en limitant l'exposition au rayonnement ultraviolet du Soleil, mais aussi en atténuant les effets destructeurs des impacts de météorites. Une autre idée est que la vie n'a pas débuté sur Terre. Cette théorie, appelée panspermie, propose que la vie provienne de l'espace. Les chercheurs savent que de puissants impacts d'astéroïdes peuvent projeter des roches hors des planètes. Par exemple, des fragments de Mars ont déjà été éjectés dans l'espace, et certains ont fini par atteindre la Terre. Certains estiment que de minuscules microbes ont pu survivre à l'intérieur de ces roches durant leur périple spatial. Si cette hypothèse est correcte, la vie sur notre planète pourrait avoir été initiée par des visiteurs venus de Mars ou d'un autre monde. D'autres vont encore plus loin et suggèrent que la vie aurait pu voyager sur des comètes ou de la poussière spatiale en provenance de systèmes stellaires totalement différents, traversant ainsi la galaxie. En même temps, même si la panspermie est réelle, elle ne résout pas entièrement le mystère, elle déplace simplement la question. Au lieu de se demander comment la vie a commencé sur Terre, il faudrait se demander comment la vie a pu commencer n'importe où dans l'univers.